Eh bien, mon ami Finn, Bonjour. voilà, bonjour. Bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Merci beaucoup. Comme tous les mardis, et je remercie en particulier vraiment tous nos permanents qui nous font ce plaisir de revenir de façon extrêmement périodique. Et lorsque ce n'est pas le cas, on arrive toujours à s'arranger avec un autre qui nous permet d'avoir amélioré cette matinale, je pense, de façon très nette depuis que nous avons ces permanents entre les invités de grand angle, deux invités de grand angle et la revue de presse. Le fait de s'intercaler entre les deux me semble être une évolution qui, j'espère, vous satisfait, chers internautes, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Donc, Finn Andren, moi j'aurais aimé qu'on commence peut-être cet entretien, si vous le voulez bien, puisque c'est un bilan et une prospective pour l'année 2025. Sur 2024, est-on passé, d'après vous, Finn Andren, d'un monde multipolaire à d'un monde unipolaire, pardon, à un monde multipolaire? Est-ce que Kazan a été un des grands basculements de ce monde tant attendu, ou bien est-ce que ce qui s'est passé par la suite, en Syrie par exemple, montre les limites de ce basculement du monde qui reste régi en partie par les efforts peut-être néfastes, mais enfin qui sont ce qu'ils sont, de l'Occident, qui réussit encore, semble-t-il, à perturber souvent le jeu des puissances et des blocs dans le monde. Oui, donc bonjour Nicolas. Alors concernant le monde multipolaire, effectivement, on en parle beaucoup. Je pense que l'année 2024, ce n'était pas forcément l'année de basculement, même si c'est devenu le concept et cette autre vision du monde est peut-être devenue plus claire pour beaucoup de personnes en Occident et surtout les dirigeants. Donc je pense effectivement que le sommet de Kazan a été très important sur l'image parce que il y a eu beaucoup de déclarations très publiques. Et également, il y a eu énormément d'invités. Les grands pays sont pratiquement tous venus. Il y a eu un appui ou un soutien pour la Russie, dont beaucoup ne s'attendaient pas. Donc, je pense qu'effectivement, Kazan était important d'un point de vue symbolique, mais je pense que le monde multipolaire n'est toujours pas une réalité euh, parce que le rôle des États-Unis et la volonté d'hégémonie de la part des États-Unis est toujours bel et bien présent, et c'est bien ça aussi la source des problèmes, des grands problèmes dans le monde, hein. Il faut vraiment le dire, c'est cette position intransigeante américaine de vouloir ne rien lâcher, quelle que soit la région du monde. Et je pense aussi que le monde multipolaire, néanmoins, c'est un concept qui déjà existe depuis un certain nombre d'années. On peut placer peut-être le début de cette nouvelle vision autour des années 2000, avec ce bombardement de Belgrade en 99 qui était complètement illégal parce que donc non autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc vous aviez un pays, un groupe de pays, même pas un pays, un groupe de pays, l'OTAN, qui a bombardé un pays souverain sans aucune autorisation des Nations Unies. Et ça, c'était quand même sans précédent. Il est vrai que par le passé, les Nations Unies n'ont pas réussi à empêcher la guerre de Corée, la guerre de Vietnam pour diverses raisons. Mais si on parle après 91, donc après la chute de l'Union soviétique, quand nous entrons réellement dans un monde unipolaire, où il y a une volonté réellement d'hégémonie déclarée pratiquement, et un monde unipolaire, je pense que c'est vraiment en 99 que il y a eu un certain éveil. Non, avec les Russes, c'est sûr, on le sait très bien, les Russes ont quand même réagi très fortement, et ça vaut également pour Helsinki, hein, en 99. Et ensuite, il y a eu les différentes guerres qui ont mal tourné, hein, les guerres américaines
qui aussi ont mal tourné pour les Américains, qui ont coûté des milliers de milliards aux contribuables américains ou aux prochaines générations américaines. Une grande partie de cette dette américaine gigantesque de plus de 30 000 milliards, elle a été formée aussi en grande partie par ces guerres. Je pense que la guerre la guerre Libye, Afghanistan et Irak ont ensemble coûté plus de 10 000 milliards à la caisse américaine. Et donc, une grande partie de ces fonds sont entrés directement dans les grandes sociétés de défense américaines, les 5 grands, Boeing, Raytheon, McDonnell, etc. Et en fait, leurs actions ont explosé, je pense, de 900% en 20 ans. Donc, face à cela et face aux victimes, il ne faut pas oublier tous les millions de victimes que ces guerres ont faites, il y a eu un petit peu dans la pénombre la croissance de la Chine. Et la Chine a pris énormément d'importance depuis un certain nombre d'années. Donc le concept de monde multipolaire, il a germé, mais je pense qu'il a germé depuis 99 et il est devenu réellement, il est arrivé à vraiment un point de scission, un point disons, de frottement avec la guerre en Ukraine. Mais déjà avant, on voyait bien les différences disons, de point de vue, les différences presque idéologiques, de vision du monde entre comment voyait la Chine, le monde, et comment voyaient les États-Unis. Parce que le monde multipolaire, il vient en réalité plus de la Chine, à mon avis, que des Russes. Parce que les Russes n'étaient pas tout à fait alignés avec la Chine il y a une quinzaine d'années. Ils hésitaient encore, ils espéraient encore pouvoir avoir entretenu une relation tout à fait normale avec les Européens et l'Occident. Mais c'est plutôt la Chine qui a entretenu cette vision différente du monde. Et cela vient aussi du fait que la Chine aussi faisait partie des pays non alignés pendant la guerre froide. Et donc, ils ont hérité de cela. Et voilà, c'est un petit peu, je dirais, la manière dont je vois les choses. Et ensuite, il y a évidemment la différence vraiment pratiquement idéologique, une vision du monde quand même très différente. Oui, on est bien d'accord, mon cher Finn. Quels sont les autres événements remarquables dont on pourrait peut-être parler qui se sont déroulés en 2024 avant peut-être de voir avec Raphaël par la suite les perspectives sur l'année 2025? Alors moi, évidemment, il y a beaucoup de choses. Ce fut vraiment une année extraordinaire, hein, extraordinaire à plusieurs égards. Vous avez eu, je pense immédiatement à l'élection de Trump et la manière dont l'élection de Trump s'est faite. Il y a eu quand même un attentat et même il y a eu trois essais, 3 attentats contre. Dont un qui a failli réussir. Oui. Il y en a un, le premier, qui a quand même failli réussir. Ici, il y a quand même beaucoup de questions qui ne sont pas encore résolues. Le rôle des services secrets, qui est quand même extrêmement ambigu. Et donc, je pense que cette tentative d'assassinat a quand même aussi été très important politiquement parce que elle a aussi, disons, elle a aussi donné un coup de pouce indéniable à Trump. Il y a beaucoup de personnes, non seulement beaucoup de femmes, qui d'ailleurs souvent ne votaient pas tellement Trump, et beaucoup de démocrates ou d'indépendants, mais qui votaient démocrates, qui ont pour la première fois voté Trump à cause de ce qui s'est passé. En premier lieu, parce qu'il a eu une réaction réellement de personnes très courageuses et qui n'était pas, disons, qui n'a pas cédé, disons, à cette pression.
on se rappelle tous de cette image lorsqu'il s'est mis debout, il a mis le poing en l'air, il a crié fight, fight. Donc, il faut se battre, il faut continuer à se battre. Voilà, donc je pense que et ensuite, il y a évidemment l'autre question, c'est beaucoup de personnes se sont posées la question comment est-ce qu'il est possible que cet attentat ait pu avoir lieu. Donc là, on revient sur cet aspect ou cette idée de complot. Je pense que il y a peut-être un complot derrière, parce que C'est j'ai du juste, mal. d'après vous, Finn, c'est cette idée qu'il y aurait peut-être un complot, en tout cas que ça irait bien au-delà de celui qui a tiré, ça vous paraît crédible? Je pense que c'est crédible. Il y a beaucoup d'éléments qui sont totalement étranges avec ces attentats, cet attentat. Le fait que cette personne ait pu entrer dans l'enceinte à cette période-là, le fait que les services secrets avaient réduit d'une manière dramatique le staff ou le personnel qui allait le protéger, le fait qu'on n'a rien retrouvé du tout sur disons, son ordinateur. Donc, c'est quand même bizarre qu'un jeune de 20 ans n'ait apparemment aucune trace virtuelle, aucune trace J'étais pas au sur courant. Internet. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a l'entretien avec la directrice des services secrets qui après a dû démissionner, qui disait que les policiers ne pouvaient pas monter sur le toit où était allongé l'assassin parce que le toit penchait trop et que c'était dangereux pour eux. Donc il y a des choses qui sont totalement invraisemblables et je ne peux que faire le parallèle avec le meurtre ou l'assassinat de John F. Kennedy il y a plus de 50 ans, il y a même plus de 60 ans aujourd'hui, qui n'est toujours pas résolu, à mon avis, parce qu'il y a énormément de choses qui n'ont absolument rien à voir avec la commission Warren des années 60 qui ont tiré une conclusion claire et nette. On sait aujourd'hui qu'il y a eu plus d'un tireur sur le président. Les films qui ont ensuite qui sont apparus le montrent. Donc, on sait très bien que la manière dont l'assassinat de Kennedy a eu lieu n'est pas la version officielle. D'ailleurs, Trump a à plusieurs reprises dit qu'il allait utiliser son pouvoir en tant que président des États-Unis pour disons, rendre public les éléments qui ne sont pas encore publics de l'assassinat de Kennedy, mais apparemment, il en a été dissuadé. Alors, moi, je vous donne une autre. Excusez-moi, je vous donne une autre information fine qui va à l'inverse, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui vient quand même de quelqu'un qui est très proche de Bob Kennedy Jr. C'est que Trump envisage bien d'aller au-delà même de la divulgation d'informations, mais d'une commission d'enquête qui viendrait regrouper les assassinats de John Kennedy, de Robert Kennedy, et la tentative d'assassinat à son encontre, dont on est en train de parler, et qui pourrait s'ouvrir rapidement après son intronisation à la Maison-Blanche. Et je pense que cette information me vient d'une source pour le moins extrêmement sûre. Après, on verra. Mais je vous laisse terminer là-dessus, si vous voulez, bien sûr. Oui, mais c'est très intéressant. Le seul problème, c'est qu'il y a effectivement un état profond aux États-Unis. Nous en avions parlé déjà à une autre occasion sur cette chaîne et ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je reste sceptique par rapport à ce que le président Trump pourra faire en réalité, aussi bien en ce qui concerne la politique intérieure qu'en politique extérieure. Il va falloir voir parce qu'il y a un état profond qui décide de beaucoup de choses et que Trump, lorsqu'il a, ou dans son premier mandat, lorsqu'il avait des intentions dans un sens ou dans un autre, il a été à plusieurs reprises retenu ou empêché par l'État profond. Donc, je parle des 17 organisations de renseignement, je parle du département d'État, je parle également du Pentagone. Donc, il y a énormément... Et en fait, il y a tout un système disons, de pouvoir exécutif qui existe aux États-Unis et qui en fait, prend des décisions
dont le président n'est pas tout à fait au courant. Donc, il y a également une inertie bureaucratique. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'emballer trop avec la présidence de Trump. Il ne faut pas oublier non plus que Trump est une personne qui est très pro-américain. C'est pour ça qu'il dit « Make America Great Again ». Il est totalement pro-américain. Donc, ça veut dire qu'il va aussi avoir beaucoup de mal à lâcher quoi que ce soit en ce qui concerne la politique étrangère également. Donc, à voir en 2025. Mais pour revenir sur 2024, effectivement, il y a aussi tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, avec la chute de Bachar al-Assad, l'écroulement de la Syrie, avec les différents meurtres, en réalité, qui ont eu lieu. En parlant de meurtre de Trump, on peut parler aussi de la mort. D'abord, on dit de la mort du président Raisi, je crois que c'est en mai 2024. Accidentel. C'est présenté comme un accident. Ouais. J'ai aucune information qui pointerait vers une autre direction, mais évidemment, on ne peut que rester suspect. On ne peut qu'avoir des soupçons lorsque ce genre d'accident a lieu, évidemment. C'est indéniable. Et ensuite, il y a eu les meurtres qu'Israël a commis, en réalité, sur tout un tas de dirigeants palestiniens et libanais. Donc, on parle de Nesrallah, mais également de Haniyeh. Donc, Nesrallah, qui était le chef de l'Hezbollah, et donc Haniyeh, qui était le dirigeant politique du Hamas. Il y en a eu d'autres aussi. Donc, on ne peut que condamner, en fait, l'assassinat politique. Parce que l'assassinat politique ne mène jamais, non seulement c'est immoral, évidemment, un État ne devrait pas assassiner d'autres hommes politiques, déjà il faut le dire, c'est complètement immoral. Et même si de façon douteuse. Et si je peux me permettre, de la façon la plus douteuse, puisqu'on négocie à l'ONU, avec la parole du Premier ministre israélien, un accord de cessez-le-feu qui va être effectif, et une demi-heure avant, on cible et élimine toutes les têtes du Hezbollah. C'est-à-dire, c'est une perfidie politique au grand jour qui montre, encore une fois, tout le peu de cas que fait le véritable ordre mondial qui est basé sur la seule force et très peu sur le droit international public, l'état de droit international, qui n'est qu'en fait qu'une façon déguisée d'un état de nature. C'est ça. Et donc, le monde multipolaire souhaite essayer de revenir vers le droit international. Si vous écoutez les Russes et si vous écoutez les Chinois, qui sont ceux qui mènent réellement le monde multipolaire qui est en train de naître, ils parlent constamment de respecter le droit international. En Occident, on ne parle pratiquement jamais du droit international. Les Américains ne parlent pratiquement jamais de droit international puisque ça ne les convient pas. Les Américains suivent, quand je dis les Américains, je veux dire Washington, évidemment, ils ne suivent le droit international que lorsque ils sont alignés, ce droit est aligné avec leurs propres ambitions hégémoniques. Donc, les Chinois, les Russes et ceux qui mènent donc le monde, l'idée du monde multipolaire, donc les BRICS, parlent souvent de revenir au droit international qui a été si bafoué ces dernières années et qui donne aussi une mauvaise image à l'Occident, puisqu'il faut se rappeler que la plupart des pays occidentaux, y compris la France, soutient ces actions qui sont souvent illégales d'un point de vue international. Évidemment, ces actions ne peuvent pas être condamnées dans le Conseil de sécurité, puisque la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont le droit de veto permanent. Donc, on ne peut pas être condamné à l'ONU, du moins au Conseil de sécurité, même si on peut être condamné au Conseil général. Mais il faut dire que là, la France est une déception, parce que la France, depuis Irak 2003, où la France a clairement dit non à cette ingérence et à cette violation du droit international par George Bush Jr., la France n'a plus dit non.
Et on en a peut-être parlé sur cette antenne, mais il s'est passé quelque chose donc entre 2004 et 2006, avant et après l'arrivée de Sarkozy. Il s'est passé quelque chose où la France s'est alignée avec les États-Unis. Oui. Et il s'est passé la même chose avec l'Allemagne en réalité, puisque Schröder avait osé tisser des liens économiques avec la Russie. Et donc, depuis, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy et l'arrivée d'Angela Merkel, les Allemands et les Français se sont alignés. Et on n'a plus entendu quoi que ce soit de la part des Français dans les différentes aventures américaines au Moyen-Orient, par exemple, mais également dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et on sait très bien que Nicolas Sarkozy a même joué un rôle prépondérant dans disons, dans l'attaque contre la Libye. Comment vous expliquez ça d'ailleurs, Finn Andren, le fait que, comme par enchantement, génération spontanée, nouvelle génération politique ou nouveaux élus, on passe de Chirac à Schröder à Sarkozy et Merkel, et hop, on arrive sur un alignement. Est-ce que au préalable, comment ça s'est fait ça? Est-ce qu'entre autres les médias ont joué un rôle particulier, qui ont poussé des candidats qui avaient l'assentiment américain? Comment vous expliquez justement cette espèce de basculement à ce moment-là, à mon avis très peu spontané et qui se déroule au même moment? Alors, je pense que les médias jouent toujours un rôle. Les médias occidentaux sont sous contrôle d'un petit groupe de sociétés qui représentent le mondialisme occidental et Washington. Donc, les médias jouent toujours un rôle. Et si les médias ne jouaient pas ce rôle, vous auriez en Occident et en France aussi une réaction beaucoup plus forte de la part des populations qui n'accepteraient pas ce qui se passe, surtout quand ça touche leur propre niveau de vie, parce qu'il faut vraiment voir que ce qui se passe maintenant en Ukraine avec les sanctions contre la Russie touche et va toucher directement le compte en banque et le niveau de vie des Français. C'est pour ça qu'il faut vraiment, disons, s'immiscer et prendre position en ce qui concerne la politique internationale, parce que elle touche aussi, in fine, notre propre niveau de vie. Mais pour répondre à votre question, en réalité, Nicolas Sarkozy est un atout des États-Unis. Et ce n'était jamais le cas avec Chirac. Chirac qui avait cette tradition réellement gaulliste. Et est-ce qu'on peut le prouver? Je pense que non. Par contre, il y a beaucoup d'indices qui montre que Nicolas Sarkozy était totalement aligné avec Washington. Il a quitté le commandement, il est entré dans le commandement de l'OTAN dès son arrivée à l'Élysée. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il passait beaucoup de temps à l'ambassade américaine lors de sa course pour la présidence. Il a son fils qui est maintenant, je pense, de double nationalité, américaine et française. Il y a beaucoup de signes qui vont directement dans cette direction-là. Donc, je pense qu'il s'est passé, c'est que les Américains ont réellement réagi lorsqu'ils ont vu la réaction française de Chirac et de Villepin en 2003. Ils ont réagi, ils ont, disons, activé, ils sont devenus beaucoup plus actifs pour déjà s'assurer ou essayer de s'assurer que le candidat qui allait gagner la prochaine élection présidentielle allait être un candidat donc pro-américain. Quel rôle est-ce qu'ils ont joué? Ce serait intéressant que des journalistes d'investigation français vraiment regardent ces détails-là. Mais ensuite, si on regarde la Syrie, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Je pense que les Américains, effectivement, étaient derrière, même si les Français ont joué un rôle. Je pense qu'il y a l'aspect immigration. Il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il y a depuis longtemps un vrai plan de populer l'Europe d'autres cultures et d'autres
disons, de personnes venant d'autres pays, et notamment de l'Afrique, car l'objectif du mondialisme politique est de réduire le poids des États-nations. Et comment on fait pour réduire l'importance des États-nations? C'est aussi de réduire disons, le sens national, le sens de la nation. Il faut rendre l'Europe plus importante que la nation elle-même. Et ça fait partie, voilà, en intégrant ou en laissant entrer des immigrants, c'est une manière, disons, de diluer petit à petit la culture du pays. Et ça se voit pas seulement en France, mais ça se voit dans beaucoup de pays. Il ne faut pas croire que ceci n'est que de l'incompétence. Ce n'est pas possible. Il y a quand même dans tous les pays occidentaux une volonté, il y a eu une volonté depuis longtemps de faire entrer des immigrants, et pas seulement pour des questions de main-d'œuvre, pas seulement une question de main-d'œuvre, pas des questions économiques uniquement, mais également pour justement des raisons politiques ultérieures. Et on en souffre aujourd'hui. Et donc, je pense que là, l'intervention de la France avec les États-Unis en Libye était en partie liée à cela. Ensuite, il y a effectivement Total qui a vu, disons, ses affaires en Libye être récompensées. Voilà, donc c'est toujours multidimensionnel. Il y a toujours plusieurs différentes raisons qui expliquent les actions, surtout des actions aussi complexes et aussi importantes qu'une intervention en Libye ou même en Syrie. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez revenir sur l'année 2024. Finn, non, ça va c'est très bien comme ça. En tout cas, moi, je te conclurai juste par un mot. Il n'y a pas, évidemment, d'influence et d'ingérence américaine dans nos élections. C'est nécessairement les Russes un peu partout dans le monde. On vient de démontrer le contraire. Et je vous en remercie. Je vais vous laisser maintenant, Finn Andren, entre les mains expertes pour continuer à vous cuisiner de Raphaël Beslu. Très bien. Merci. Excellente fête de fin d'année, c'est ce soir. Et pour ce qui me concerne, je vous dis à l'année prochaine avec grand plaisir. Nous continuerons cette collaboration, je pense, très fructueuse pour Géopolitique Profonde et ses matinales. Merci beaucoup, Finn. C'est Nicolas, au revoir. Alerte Info. Géopolitique Profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.